un peu plus d'entrain. Comment ça va tout le monde? Ok, j'ai vraiment besoin de votre énergie, je vous explique. On a 28 minutes chrono, on va parler d'IA. Entre éthique et performance, où est le juste milieu? Je vous invite à vraiment vous accrocher, ça va être speed. Et j'invite nos 3 speakers sur scène, Grace, Julien et Raphaël, sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Chacun prend son micro. Bon bah bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on va mettre les pieds dans le plat, on va faire les formalités très rapidement. Vous allez vous présenter s'il vous plaît. On a un grand groupe, on a des startups, on a un auteur. On va parler d'IA, d'éthique, de perf. Let's go, je te donne la main. Non pas toi Julien, mais galanterie à Grace. Qui es-tu Grace? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Grace Merab, donc je suis la cofondatrice et CEO d'Outmind. Nous, chez Outmind, on aide nos clients, qui sont donc des entreprises, à mieux utiliser leurs données internes. Donc, on propose un moteur de recherche qui utilise l'IA générative pour répondre aux questions de nos utilisateurs. Donc, concrètement, on a toutes les connexions aux outils internes, donc les serveurs, SharePoint, les emails, etc. Enfin, en fait, on en connaît une liste longue comme le bras. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment interroger toutes ces données et trouver les réponses de manière la plus intuitive et la plus simple possible. Merci pour ce pitch parfait. Bon, là, il n'y a pas de galanterie, mais qui veut prendre la parole? Julien ou Raphaël? Donc Julien, je suis le directeur numérique du groupe SNCF et le président du fonds de CVC et j'ai en charge l'animation et le déploiement de l'IA au niveau du groupe. Merci, cher Julien. Et enfin, à toi, Raphaël. Et je suis donc Raphaël Dehan, je suis magistrat et historien et j'ai écrit récemment un livre d'histoire alternative en utilisant de l'IA générative. Et donc ça m'a conduit à mélanger histoire et IA. Tellement intéressant. On avait tellement de questions pour toi, Raphaël, pour Grace, pour Julien. Alors, on va revenir un petit peu à la base. On parle d'éthique et de performance. On va commencer par définir les termes. Retour en 4e, je sais. Non, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est pour vous la performance dans l'IA? J'aiguille un petit peu, est-ce que c'est un gain de temps, de productivité, de créativité? Et là, je vous laisse... Qui a de l'inspi, là? Qui veut répondre? Allez, allez, Grace, je sens qu'il y a un temps de battement. Non, mais alors, il y a plusieurs choses. Peut-être pour reprendre des aspects chiffrés et sur lesquels on commence à avoir un petit peu de recul parce que c'est encore très frais. Il y a une étude en particulier qui est l'une des plus sérieuses sur le sujet qui a été menée par la Harvard Business School, le BCG et le MIT. Ils l'ont fait sur près de 800 consultants du BCG. Et en fait, les retours de cette étude sont hyper intéressants. On a d'un côté des tâches sur lesquelles l'IA va vraiment amener de la performance et d'autres sur lesquelles potentiellement elle va réduire la qualité des rendus. Et ce qu'on voit, c'est que sur les tâches justement créatives, par exemple, on arrive à un gain de performance jusqu'à 40%, ce qui est quand même monstrueux. On arrive à réaliser 12% de tâches en plus et 25% plus rapidement. Donc en fait, tous ces chiffres-là sont quand même extrêmement puissants. Et à côté de ça, on a 20% de performance en moins sur des tâches complexes, là où l'IA n'est pas encore au niveau. Donc on voit que ce niveau de performance, en fait, il est très variable en fonction de ce qu'on demande à cette IA. Donc oui, je le vois sur la partie gain de temps, sur le fait de faire plus de tâches et le fait d'améliorer la qualité. Mais il y a des limites, on va en parler juste après. Est-ce que vous voulez compléter, Julien, Raphaël, je ne sais pas, aussi dans vos métiers, dans votre quotidien, quel a été le gain, en tout cas, d'un point de vue Gen AI? En fait, tu as cité plusieurs choses, mais les gains, la performance, elle est vraiment multiple. Il y a de la performance de productivité, donc effectivement, gagner du temps. Il y a de la performance dans la créativité, parce qu'on peut se servir des outils pour se donner des nouvelles idées, pour vérifier qu'on a... rien oublié dans une liste de tâches. Donc en fait, c'est très, ça joue vraiment de façon multidimensionnelle. Et donc nous, la performance, on le voit sur de la productivité. C'est vrai pour des tâches dites de col blanc, c'est vrai dans la finance, dans le juridique, dans des comptes rendus de réunion. C'est vrai sur la partie technologique, par exemple avec le code, pour la génération de code ou la correction de code. Et c'est vrai surtout après dans la prise de décision,
Donc c'est pas tant de la productivité, mais c'est en fait améliorer notre réactivité. Et par exemple de la prise de décision. Aujourd'hui, on travaille beaucoup autour de l'analyse de nos incidents, comment travailler sur la projection de nouveaux plans de transport, la résorption de retard. On travaille aussi sur des sujets d'affluence. Très très clair, merci Julien. Raphaël, je vais aiguiller un peu la question, parce que je pense qu'on a compris, il y a pas mal d'aspects dans la performance. Toi, en quoi l'IA t'a permis d'écrire, bon il l'a pas dit, mais c'est son 4e bouquin. Ça s'applaudit quand même ça, 4 bouquins. Les 4 n'étaient pas écrits par IA, on est bien d'accord. Non mais on a bien compris que tu n'es pas auteur et que tu as demandé à un GPT de te faire ton bouquin. Non mais explique-nous un petit peu en quoi ça t'a aidé. Et je crois savoir qu'on parle de créativité aussi à ce moment-là. Donc c'est un peu enrichir, c'est quoi ? Ouvrir ton champ de vision. Oui, moi l'idée c'était pas de m'auto-remplacer en tant qu'écrivain ou qu'auteur, et c'est pas non plus de faire les livres plus vite que je ne les faisais avant. D'ailleurs, j'ai fait ce livre-là dans à peu près le même temps que les précédents, donc c'était pas du tout l'objectif. L'objectif c'était de faire un livre que je n'aurais pas pu faire sans l'IA générative. À la fois pour des illustrations, pour de la stimulation intellectuelle aussi, et pour le contenu lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez global. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qu'on ne pouvait pas faire sans IA générative. Je pense que tu en es une des preuves. Et des tâches aussi où on passe de 0 à 1, en fait, des choses qu'on ne savait pas faire tout seul. Je pense que l'exemple du code, de la génération de code, c'est très caractéristique. Un très bon programmeur, il ne va pas être énormément aidé par l'IA générative parce qu'il sait déjà faire les choses. Au pire, ça va lui prendre plus de temps de corriger ce qu'a généré l'IA. En revanche, quelqu'un comme moi qui ne sait pas coder du tout, moi, j'ai pu faire des petits logiciels pour m'aider dans ma vie quotidienne grâce à l'IA générative et j'étais incapable de le faire auparavant. On veut un exemple, Raphaël. Non, mais pour des tâches vraiment de bureautique ou des choses très spécifiques où j'utilise souvent tel type de fichier, comme ça je l'ai. Et c'est une capacité à coder que je n'avais pas, je suis passé de 0 à 1 et ça c'est vraiment un atout. Bon. Et c'est pareil dans le domaine créatif en fait, il y a des tâches que je n'aurais pas pu faire autrement. Dans mon livre, je me suis amusé à faire générer de fausses images de catalogues de musées. Comme si les Grecs et les Romains avaient inventé des machines, des ordinateurs, la machine à vapeur, et je peux avoir des images photoréalistes d'un ordinateur du 2e siècle après Jésus-Christ, quelque chose que j'aurais pas pu du tout faire autrement pour agrémenter cette histoire alternative. Donc voilà, pour moi, il y a une question de performance en termes d'amélioration de la productivité, mais aussi de découverte de nouveaux champs d'exploration. Et ma petite question est simple, ton 5e bouquin, il sera que par toi ou tu vas réutiliser la Gen AI ? Alors, je ne ferai pas la même expérience pour le 5e, mais j'utiliserai forcément dans mon processus de travail de l'IA générative. Je m'en sers très régulièrement au quotidien. Mais je pense qu'à un moment, tout le monde en fait, va s'en servir presque sans s'en rendre compte. Quand ce sera intégré dans tous les outils de bureautique, quand ce sera un peu partout dans nos vies, on aura toujours des petites suggestions qui arriveront. Un peu comme aujourd'hui, tout le monde se sert d'un correcteur d'orthographe. Ça aide, même si on pourrait le faire nous-mêmes. Mais en réalité, on gagne du temps. Et ben, de la même manière, on aura peut-être des suggestions d'idées, de style, plein de choses comme ça. On finira par un peu oublier que c'était nouveau. Ouais. Mais en fait, on s'en servira de toute façon. Mais on est encore au tout début. Je crois que le potentiel de la tech est énorme. J'aimerais bien, Grace, je te regarde. Déjà, est-ce que tu es d'accord sur ça, de quand tu commences avec l'IA, tu ne peux plus t'en passer, tu l'adoptes et si tu peux nous parler d'un petit cas d'usage avec tes clients, qu'est-ce que Outmind permet de faire réellement là-dessus ? Ouais, en fait, nous, on a commencé en 2019. Donc, on a embarqué des technos d'IA dès le départ. On avait regardé ce qu'étaient capables de faire les transformers, donc ce qu'il y a derrière GPT 3, 4 maintenant. Et en fait, on a évalué plein de technologies pour arriver finalement à un outil qui répond au cas d'usage vraiment de recherche. Donc on parle vraiment de comment on fait pour aider les équipes en fait en interne à ne pas recréer ce qui existe déjà, à partir des meilleurs documents et potentiellement de ne pas reproduire des éléments qui pourraient être accélérés. Donc un exemple très précis, c'est lorsqu'on génère des réponses à appel d'offres, on va être par exemple sur des contenus qui sont très structurés, très conséquents, où une bonne partie de l'information qu'on va rédiger va être reprise de ce qui existe par ailleurs. Donc là, l'idée, ça va être de dire, je pose une question à un cahier des charges, par exemple, ou un appel d'offres, et l'IA me génère ce qu'une personne aurait pu mettre 1h30 à faire en 15 secondes. Donc en fait, quand tu vois ça, même si tu dois le relire, l'utilisateur revient dessus et on voit que les usages prennent et partent loin là-dedans. Peut-être que pour contrebalancer ce que je viens de dire,
il y a un sujet d'adoption assez important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste laisser une espèce de chatbot aux utilisateurs en disant vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, ça va bien se passer. Une bonne partie des utilisateurs ne vont pas savoir comment interroger cette technologie. Et La il faut majorité vraiment... ou pas Alors pas la majorité, mais pas loin. De ce qu'on voit en tout cas chez nos utilisateurs. Donc il faut vraiment leur mettre le pied à l'étrier. Il y a plein de choses qu'on fait pour ça, mais c'est un vrai sujet. Tu as planté la graine. On va parler dans la deuxième partie justement d'éthique. On parle de la technologie. Je pense que tout le monde ici est convaincu que, en tout cas, cette technologie a un potentiel incroyable. On est au début. On est en train de l'utiliser et de se l'approprier. J'aimerais comprendre déjà, c'est quoi l'éthique pour vous dans votre quotidien quand on parle de Gen AI, et c'est quoi du coup les limites, s'il y en a, I don't know. Allez, je te donne la parole, cher Julien. Parle-nous de SNCF. On dit le ou la Wi-Fi? On dit le Wi-Fi. À la SNCF, on a une direction de l'éthique qui travaille depuis de très nombreuses années sur différents sujets. Et donc, évidemment, avec l'avènement là, de l'IA et son déploiement à large échelle dans l'entreprise, on a mobilisé cette direction de l'éthique pour travailler avec nous. Simplement pour expliquer comment ça va fonctionner sur la partie éthique et ce qu'on prend en compte, je vais juste revenir un tout petit peu sur globalement comment on le traite au sein du groupe. D'abord, on a décidé de monter notre SNCF Group GPT, c'est-à-dire un espace sécurisé pour nos collaborateurs. Dans cet espace sécurisé, on peut charger les documents de la SNCF, travailler sur ses propres documents. Et donc, on a déjà ouvert à plusieurs milliers de collaborateurs la capacité de charger des documents, de faire des résumés dessus, de la traduction, d'extraire des données, de faire des tableaux. Donc, on a un espace sécurisé. Ça répond déjà à certaines problématiques d'éthique, puisqu'on a un hébergement de nos data sécurisé et sur lequel on a une maîtrise, comme c'est le cas sur le reste de notre SI. Le deuxième sujet, c'est qu'on travaille ensuite, au-delà de ces tâches un peu quotidiennes et d'avoir la puissance de la Gen AI mise à disposition, c'est accompagner les collaborateurs. Pour nous, ça fait aussi partie de l'éthique, que personne ne se sente complètement décroché, la technologie va très très vite, ça fait peur à de nombreux collaborateurs, à tout niveau de l'entreprise, il y a quelque chose de vertigineux. Et donc, comment on accompagne? Donc d'abord, acculturer. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais on acculture. On fait des conférences internes, on présente, on fait venir des interlocuteurs externes, des techs, mais aussi des philosophes, des chercheurs. Et donc, on essaye de démystifier et d'expliquer ce que c'est que l'IA et l'IA générative. Le deuxième point, c'est former. Tu l'as dit très bien. En fait, seul devant l'outil, des fois, on n'y arrive pas bien. Et si on a des mauvais prompts, on a un mauvais résultat et on se sent un peu seul, décontenancé. Et donc, on a mis en place des formations. On a déjà formé 2000 collaborateurs. Alors, on est 160 000, il reste du chemin, mais c'est déjà 2000. Et on continue, on déploie à grande échelle en ce moment la formation. Et pour nous, c'est aussi partie de l'éthique d'accompagner. Le troisième point, c'est dans les use cases métiers. On a des cas métiers clients, on a des cas métiers industriels, on a des cas qui pourront peut-être être appliqués demain à des fonctions comme les RH. Et donc, comment on est éthique by design? Et là, la direction de l'éthique travaille sur la base de l'IACT déjà, puisqu'il y a quand même des règles qui sont édictées. On crée une charte éthique qu'on va intégrer et on a des référents éthiques dans chacune de nos sociétés anonymes. On a une société qui gère les gares, une société qui gère le réseau, une société qui gère les trains, TGV, Inouï, Ouigo, etc. Et donc, on a des référents éthiques et dans chaque projet d'IA là, qui démarre, on a un référent qui charge d'alimenter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a bien toutes les parties prenantes autour de la table qui sont représentées? Est-ce qu'on est sûr que là, on respecte les règles en termes d'usage de la data? Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que, mine de rien, c'est pas du juridique, donc c'est pas la loi qui le régit, mais on a quand même besoin d'avoir un... J'ai l'impression que c'est un œil extérieur, un œil non biaisé. Il y a une partie juridique, par exemple l'IA Act, et on regarde, il y a déjà des législations qui existent, et donc qu'on doit appliquer. Il y a celles qui vont venir, comment elles vont se transposer. Et tu l'as dit à un moment, prendre un pas de recul sur réfléchir à ce qu'on est en train de faire et comment on est en train de le faire. Je m'adresse à toi, Grace. Déjà, est-ce que tu es d'accord que le cadre juridique est bon? Et j'ai envie de savoir, est-ce que le cadre juridique... En fait, il ne peut pas évoluer plus rapidement que l'utilisation qu'on va faire de la technologie et comment on va se l'approprier. Je t'avais dit qu'il y avait des questions qui n'étaient pas préparées. Allez, la patate chaude, Grace. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que le cadre juridique en France et en Europe avec l'AI Act, il est mesuré.
Il y a eu beaucoup d'allers-retours pour arriver à ce qui a été conclu jusque-là. En France, on aime bien réguler avant de voir les usages. C'est un peu le problème. Le problème, On c'est régule qu'on... trop? En fait, on va à deux vitesses. On a le reste du monde et on a la France et l'Europe. Et ça, c'est potentiellement un problème. C'est un problème pour l'industrie française et le secteur sur le sujet. Et c'est un problème pour les utilisateurs potentiellement qui vont avoir des niveaux de performance qui vont être inférieurs à ce que d'autres peuvent avoir. Et donc, c'est un problème de compétitivité globale. Donc, je pense que la loi aujourd'hui et la réglementation aujourd'hui est mesurée. Je ne suis pas du tout contre. Je pense qu'elle permet de s'adapter aux enjeux, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux dans les AI Act qui permettent de vraiment adapter le niveau de suivi et de réglementation en fonction du risque qui est porté. Donc, est-ce qu'on va vraiment être un outil d'aide à la décision ou est-ce qu'on va laisser l'utilisateur décider grâce à la technologie? Donc, je suis plutôt en faveur de ce qui est fait. Je pense que la question de l'éthique, elle tient vraiment dans l'usage qui est fait de la technologie, comme toujours. Il n'y a pas de différence très forte sur cette technologie versus la robotisation, le RPA avant. Donc, je pense qu'il faut vraiment tout remettre dans son contexte et pas avoir on va dire, de réaction disproportionnée, de crainte vis-à-vis de cette technologie. Merci Grace. Je vais te donner la parole Raphaël, mais avant ça, j'ai quand même envie de poser une question au public. J'espère que vous êtes toujours très attentifs. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui utilisent la Gen AI dans leur job, s'il vous plaît? Waouh. Bon, je crois qu'on a des gens convaincus autour de la table. La question, c'est est-ce qu'ils l'utilisent bien? On verra après. Bon, Raphaël, j'aimerais te poser la question. On parlait d'éthique, on a parlé du cadre juridique. J'aimerais comprendre, je vais te poser cette question très bizarre, mais est-ce que la Gen AI peut refaire l'histoire concrètement? Et est-ce qu'elle peut nous fausser? Est-ce que c'est nous fausser, entre guillemets, des informations qu'on avait prises pour acquises? Mais à l'inverse, est-ce qu'elle peut faire des corrélations avec d'autres informations qu'on n'avait jamais mis en corrélation? Alors, notre patate chaude. Sur la question de l'histoire, non, c'est une belle patate. Sur la question de l'histoire, enfin, des fake news d'abord et de la désinformation, je ne suis pas extrêmement inquiet sur le risque que des gens se fassent avoir par des fausses informations. Il y aura, évidemment, ça va arriver pendant un certain temps. Il y a des gens qui vont croire qu'une photo où on voit Macron qui embrasse Poutine, c'est une vraie photo, alors que non. Mais ça, je pense que c'est un moment qui va être transitoire parce qu'au fur et à mesure, tout le monde va s'habituer à l'idée qu'en fait, une image sur Internet, une photo sur Internet, il y a plus de chances peut-être qu'elle ait été générée par IA qu'elle ait été prise par un appareil photo. Et ça change vraiment notre rapport à l'image, en fait, parce qu'on savait évidemment que depuis l'invention du daguerréotype, on pouvait trafiquer des photos. Et Photoshop a rendu ça encore plus simple. Mais c'était quand même pas si facile que toutes les images puissent être suspectes. Je pense qu'on va entrer dans un monde où toutes les images seront suspectes. Comme elles l'étaient avant l'invention de la photographie. Vous voyez un dessin au 19e siècle, vous vous dites pas « ah, c'est vrai ». Et ça pose problème pour les vraies informations, en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont le vrai problème, c'est pas tellement de se faire avoir par des fausses images, c'est plutôt que toutes les vraies images sont mises en doute. Et dans ce cas-là, on l'a vu déjà, en plus, il y a eu une de Libération, on voyait des policiers des CRS devant le Conseil constitutionnel, il y a un an, il me semble. Et beaucoup de gens croyaient que c'était une fausse image générée par IA, alors que non, pas du tout, c'était une vraie image. Et ça va poser un vrai problème de confiance, en fait, vers les institutions, vers les médias, qui va être pas si facile à résoudre. Sur l'histoire, ensuite... C'est les médias qui sont très... il y a déjà un problème de confiance aujourd'hui envers les médias, et ça va sans doute être aggravé. Il faudra trouver des manières de vraiment certifier la réalité des informations. Sur l'histoire, en revanche, alors ça c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a eu un exemple qui je trouve est génial pour montrer l'impact de l'IA sur l'histoire, c'est l'exemple des papyrus, de la villa des papyrus à Herculanum. C'est une ville près de Pompéi qui a été ensevelie par l'éruption du Vésuve fameuse. Et dans cette villa, il y avait des livres antiques qui ont été préservés par l'éruption, en fait, qui sont tous carbonisés, mais qui donc ont été préservés en étant carbonisés. Et aujourd'hui, il y a eu un concours international qui permet de lire par IA les textes, l'encre en fait, qui est restée à l'intérieur de ces papyrus sans avoir à les dérouler. Et donc ça nous permettra là prochainement d'avoir accès à des nouveaux livres de l'Antiquité grecque et romaine, ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis en fait la Renaissance, quoi, quasiment. Donc c'est assez extraordinaire, ça va peut-être nous faire redécouvrir des choses géniales, peut-être des nouveaux textes de Platon, d'Aristote, et ce sera grâce à l'IA.
la technologie au service de l'histoire et de la culture. Bon, ça y est, le timer est enfin revenu. Je sais combien de temps il nous reste. Il nous reste 6 minutes et quelques. Et on va quand même, je pense, j'ai envie de vous poser cette question très large, mais êtes-vous optimiste ou pessimiste? On va continuer un petit peu dans les limites. Je te regarde peut-être, Julien. Toi, tu peux peut-être nous parler de la SNCF. Je me souviens en off, pour aiguiller un petit peu, tu disais que vous recrutez 8000 personnes par an. Je ne sais pas pour chaque poste combien vous recevez de CV, mais justement, je reprends, je ne sais plus si c'est Grace ou Raphaël qui parlait de la décision et il ne faut pas remplacer la décision humaine. Est-ce qu'il y a des limites justement dans ça, d'un point de vue HR, d'un point de vue humain? Longue question. Oui, longue question, mais si je reprends le début de la question, nous, on est assez optimistes sur cette révolution. Elle ouvre des champs possibles, évidemment, très importants et sur lesquels nous, on voit très concrètement la capacité d'améliorer le service, d'offrir des nouveaux produits et de faire finalement plus de trains. Aujourd'hui, toutes ces technologies peuvent nous permettre de faire plus de trains. On travaille beaucoup sur aujourd'hui l'entraînement de modèles, par exemple sur la partie de maintenance, qui nous permettra de faire de la maintenance prédictive. Évidemment, plus la maintenance est performante, plus les trains peuvent circuler, plus il y a d'offres. La deuxième chose sur laquelle on entraîne aussi les modèles, je le disais, c'est sur de la connaissance de circulation. Et donc en cas d'incident, parce qu'on fait circuler 15 000 trains par jour, qu'on a un réseau de 30 000 km, il y a des incidents. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que quand il y en a un, on arrive à reprendre le service le plus vite possible avec le moins d'impact pour les clients. Aujourd'hui, les capacités d'entraînement de ces modèles nous permettent de prendre des décisions plus rapides, de traiter les dépendances de façon systémique, beaucoup plus rapide, et donc de réorganiser les plans de transport ou la circulation. Donc là-dessus, on est très optimiste. Le deuxième point, il y a de la vraie productivité pour nos collaborateurs, tout ce qui est knowledge management, on doit accéder continuellement à des bases documentaires très importantes à la SNCF, on a du gain. Par contre, effectivement, ça pose des questions éthiques. Tu signalais les HR tout à l'heure, tu l'as dit, nous on recrute 8000, on a recruté plus de 8000 collaborateurs l'année dernière. Évidemment, il y a des questions, par exemple, sur comment est-ce que ça nous aide dans la sélection des candidats. Là, évidemment, il y a des sujets éthiques qui sont très importants. Et ça biaise pas? Aujourd'hui, clairement, on ne l'utilise pas. Donc, mais si on ouvre des champs comme cela, évidemment, c'est là où on revient sur le sujet de l'éthique. Le design des solutions dès le démarrage, il y a un focus éthique qui devrait être extrêmement important pour ne pas avoir de dérive, pour ne pas avoir de biais. Grace, Julien, je ne sais pas si vous voulez surenchérir, j'ai presque envie de vous dire, bon, je pense que vous êtes optimiste, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est quoi votre plus grosse crainte? Que je remette les bases, la techno est au début, par contre l'humain, ça fait des années qu'on sait qu'il peut faire des bêtises avec cette techno. Donc, c'est quoi votre plus grosse crainte à ce niveau-là? Alors, je dirais que la plus grosse crainte que j'ai, c'est celle d'une grande flemme généralisée. Parce que l'IA générative, ça sert, enfin, en tout cas pour la génération de texte en particulier, ça permet de faire des choses plus rapidement, plus facilement, mais ça implique en théorie que la personne qui l'utilise vérifie, relise, assume, etc. Et c'est justement la question de la décision dont tu parlais à l'instant. Sauf que, évidemment, quand on sort un premier produit, un premier brouillon déjà fait, on est tenté de ne pas faire cette phase de vérification et de correction. Et à l'école, par exemple, c'est évident que, un peu comme la calculatrice, quand vous avez la calculatrice à l'école, les élèves se disent à quoi bon apprendre à calculer, à faire une division, une multiplication à la main, puisque de toute façon, j'ai un ordinateur pour le faire. Et de fait, dans la vie, ils ne vont jamais faire une division à la main. Enfin, on ne le fait jamais, on se sert toujours d'un calculateur. Et ce sera pareil avec le texte, c'est déjà pareil, je pense. Il y a des élèves qui doivent se dire à l'école, pourquoi est-ce que j'apprendrais à écrire une rédaction, à écrire un paragraphe, à organiser mes arguments? J'aurai toujours un ordinateur pour le faire. Et c'est vrai que dans leur vie professionnelle, probablement dans 20 ans, dans 10 ans, ils utiliseront ça tout le temps. En fait, ils écriront peut-être jamais un paragraphe par eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de savoir le faire, parce qu'ensuite, on apprend à penser, on apprend à argumenter, on apprend la logique, l'esprit critique, et on apprend aussi à vérifier ce qui a été fait, la qualité de ce qui a été fait, même par une machine. Et moi, ma principale crainte, ce serait qu'on abandonne en fait ce côté-là. Donc c'est un rôle à la fois de l'école et ensuite une sorte de déontologie de chaque travailleur par rapport à l'utilisation de la machine.
Oui, on est dans une phase d'adaptation en fait. Je pense que ce qui va se jouer maintenant, c'est comment est-ce qu'on va former effectivement nos enfants, comment est-ce qu'on va amener peut-être des choses complémentaires qui vont enrichir les personnes. Et c'est vrai que cette phase d'adaptation, elle peut faire peur. Parce qu'elle potentiellement, elle va durer un petit moment. Et si on attaque le sujet trop tôt, sans aucune préparation, ça peut avoir des impacts sur la société. Pendant que Raphaël parlait, en fait, je pensais à un truc. Je suis sûr et certain qu'ici, tout le monde utilise le GPS pour rentrer chez lui, alors qu'avant, il n'y avait pas de GPS et on savait s'orienter. Est-ce que c'est la crainte, c'est l'assistanat, en fait? Et dites-moi si je me trompe, mais l'assistanat n'est pas antinomique avec l'entrepreneuriat? Qui veut répondre? D'un autre côté, on pourrait appliquer cette logique à toutes les technologies. On pourrait dire aussi les chasseurs-cueilleurs qui voient les premiers agriculteurs et se disent ah, mais franchement c'est trop facile après, on a le blé qui pousse tout seul. Bon, tout est un peu. Évidemment, chaque technologie est là pour faciliter la vie, pour permettre plus de production, pour permettre plus de confort, et c'est le but. La question, c'est juste essayer d'en tirer les meilleurs profits sans en avoir trop d'inconvénients. Mais il y aura forcément des inconvénients. La question, c'est la balance entre les deux. Oui, c'est atteindre le niveau de maîtrise de cette technologie qui permettra de ne pas se laisser dépasser par des craintes, de ne pas se laisser dépasser par ce qu'on ne connaît pas finalement. Je suis d'accord, en fait on est arrivé plutôt vers une amélioration grâce à cette technologie et avant ça du cloud, avant ça de l'internet, c'est le même type de révolution. Ouais, je suis assez d'accord, non, mais c'est la même chose qu'Internet. Il y a eu les mêmes craintes il y a 20 ans, 25 ans avec l'arrivée d'Internet. Quand il y a eu Google, tout le monde se disait bah, alors, plus personne ne va lire de livre, on n'apprendra plus rien puisque on tape une phrase, on tape un mot-clé, on a la réponse immédiate et on continue d'apprendre des choses et plein de choses. Donc il va falloir qu'on s'habitue à ces nouvelles technologies. L'important, c'est de se former. C'est justement de comprendre ce qui se passe derrière cette technologie, comment elle marche, et puis d'apprendre à l'utiliser, parce que clairement, ceux qui sauront l'utiliser auront un avantage compétitif demain, c'est sûr. Il reste 8 secondes, j'ai une dernière question pour vous, c'est une question à oui ou non. Est-ce que l'AI va tous nous mettre sur le carreau? Non. 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 Bon, merci à tous de nous avoir écoutés.